faisons appel un peu à votre mémoire aujourd'hui. Alors, je vous demande un gros effort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en novembre dernier, nous avons traité d'un homicide, celui de Simon Latresse. Simon Latresse qui a été tué en 1807 dans des circonstances par des soldats anglais, bon, selon une loi qui autorisait certains navires à forcer des jeunes Canadiens français à embarquer sur les bateaux. Bon, Simon Latresse a refusé et il s'est mérité une balle dans le dos. Donc, c'était un cas qui, pouvait là, vraiment, même si c'était tôt, là, un peu, là, comparativement à l'histoire des Patriotes, mais c'est un cas qui met de l'huile sur le feu, dans le fond, avec les conflits entre Canadiens français et Anglais. Donc, celui d'aujourd'hui, c'est assez... on se transporte en 1833, donc les tensions sont de plus en plus vives là, avec les Patriotes et tout ça. Donc, le cas d'aujourd'hui, c'est encore une coche au-dessus, si on veut. Donc, ça ne s'améliore pas. Donc, si vous êtes nationaliste ou que vous détestez les Anglais, bien aujourd'hui, ça va vous faire un argument de plus pour les détester davantage. Parce que là, on parle vraiment d'une injustice aujourd'hui. Donc, ça se passe au cours d'une rixe, donc une émeute, là, disons-le comme ça, à Montréal. Le 6 septembre 1833, donc, il y a un conflit qui éclate là, entre les Canadiens français et les soldats anglais. Ça se passe près de la rivière Saint-Pierre, près de Montréal. Et au cours d'un rassemblement, les tensions se sont installées. Il y a un jeune homme, on ne connaît pas son âge précisément, mais qui s'appelait Solomon Barbeau. Et ce monsieur Barbeau a simplement voulu, lui, s'éloigner à un moment donné quand il semble que la foule, à un certain moment, a explosé un petit peu. Donc, ça chauffait. Donc, il a voulu s'éloigner pour se mettre en sécurité. Mais malheur pour le jeune Barbeau, dans cette foulée-là, dans ce melting pot-là, des fois, hein, c'est le chaos là, quand une émeute éclate et tout ça. Donc, il a trébuché, puis il est tombé par terre, et la première chose qu'il a constatée, c'est qu'il y avait au-dessus de lui, avant même qu'il puisse se relever, il y avait au-dessus de lui un soldat qui avait sa baïonnette, et il lui en a donné un coup sans aucun avertissement ou quoi que ce soit, donc il l'a poignardé avec sa baïonnette. On raconte même qu'à un moment donné, le soldat aurait poussé je ne sais pas si ça fait partie du folklore entourant ce crime-là, mais le soldat aurait même pris à un moment donné la baïonnette par la pointe, puis aurait donné un coup sur la tête ensuite, là, peut-être pour l'humilier, je ne sais pas. Mais personnellement, je ne vois pas l'intérêt vraiment, là, surtout après l'avoir poignardé. Et on sait que généralement, en tout cas à cette époque-là, les baïonnettes étaient plus longues, avaient une tendance beaucoup plus longue que des couteaux. Donc, ça perçait plus profondément. Du côté des États-Unis, évidemment, là, si je veux me faire un peu plus précis, il y a un dénommé Jim Bowie à peu près à la même époque, là, on est dans les années 1830, qui est décédé finalement au Fort Alamo en 1836 aussi, ceux qui connaissent un peu l'histoire américaine. Et Jim Bowie, lui, était tanné là, des fameux pistolets ou carabines qui pouvaient tirer un seul coup. Et il s'est inspiré un peu entre le couteau et la baïonnette pour se faire un couteau avec une lame épouvantable. C'était l'ancêtre, si on veut, du couteau de Rambo. Vous irez voir les couteaux Bowie sur Internet. C'est assez, ceux qui s'inspirent du vrai modèle original, là, c'est assez impressionnant. Donc, c'est même, on se demande comment on peut faire pour manipuler ça. Mais bref, c'est pour vous dire que normalement, les baïonnettes, là, la lame était beaucoup plus longue. Et ce qui est frustrant dans l'affaire de M. Barbeau, de Solomon Barbeau, c'est que, il y a des témoins là, parmi la rixe qui, apparemment, que le soldat qui l'a poignardé avait des traits assez particuliers. Donc, ils se sont dit en mesure de pouvoir l'identifier. Donc, étant donné qu'il se sentait capable de l'identifier, il y a eu un line-up, comme on dit, une séance d'identification des militaires. On les a tous mis en ligne et les témoins ont défilé pour essayer d'identifier le soldat. Mais non, le soldat n'était pas là. On pense, en tout cas les Canadiens français ont pensé de leur côté que le soldat fautif n'avait tout simplement pas été présenté dans
le line-up, si on veut. Là. Fait que, voilà, ça crée l'injustice. Donc, si c'est vraiment le cas, ben c'est parce que ça prouve la corruption des Anglais et qu'on voulait cacher le crime, évidemment. Évidemment, on va finir là-dessus. Je veux finir mon résumé avant d'aller voir avec vous les journaux qui en ont parlé à l'époque contemporaine des faits. Et on va même voir aussi, on va voir les journaux en deux parties, si on veut, parce que le phénomène ou le crime qui a coûté la vie à Barbeau est revenu occasionnellement dans la presse, si on veut. On l'a utilisé à quelques occasions. Donc, c'est un cas qui, bon, a continué à vivre dans le temps, si on veut, parce que, bon, on sait qu'il y a des homicides, on en a vu plusieurs jusqu'à maintenant, ensemble. Il y a des homicides qui, bon, sont totalement inconnus et qu'on a oublié aussi vite qu'ils ont été commis. Mais il y en a d'autres, bon, c'est ça, un peu comme la Corriveau et tout ça. C'est pas aussi légendaire que la Corriveau, mais pour ceux qui ont étudié l'histoire des patriotes ou les conflits entre Anglais et Canadiens français, je pense que Barbeau est un cas assez important dans ça. Donc, on a accusé ensuite, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a accusé le coroner d'avoir, conclu que, rapidement, qu'il aurait peut-être même été menacé, le coroner, pour avoir conclu que finalement, la mort de Barbeau avait été causée par un inconnu qui n'avait pas été identifié. Est-ce que c'est la faute du coroner si le coupable n'a pas été identifié? Ça reste une autre question. Faut quand même, quand on accuse, faut quand même avoir des bons arguments et non pas accuser à la légère comme ça. Voilà, c'est quand même très injuste. Et on va voir par les journaux aussi le ton que ça a pris par la suite. Donc voilà, le meurtre de Solomon Barbeau est demeuré non élucidé. Comme j'ai déjà dit, les cas non résolus ne sont pas tous des cas à caractère comme on voit dans les séries télé ou peu importe. Des cas à caractère sexuel, une jeune femme ou des enfants. Il y a aussi des jeunes hommes qui sont assassinés et dont les crimes ne sont pas résolus. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même des personnes âgées qui ont été assassinées et dont les crimes n'ont jamais été résolus. Donc, faut pas rester avec des œillères et penser que c'est seulement un style de crime là, qui ne sont pas résolus. Donc, ça arrive à toutes les catégories. Alors, voyons maintenant un coup d'œil aux journaux concernant l'homicide injuste et cette injustice qui a coûté la vie à Solomon Barbeau. Concernant les journaux anciens, celui que j'ai trouvé le plus contemporain à l'assassinat de Solomon Barbeau date du 9 septembre 1833. Donc, l'article s'intitule « Violence organisée des soldats » au pluriel, et ça va nous aider à nous mettre un peu dans le contexte de l'époque, quoique j'ai déjà dit que se mettre à 100% dans le contexte historique, c'est impossible, mais on peut faire l'effort d'y aller à fond le plus possible. Donc, je vais vous en lire un petit bout. Nous avons toujours pensé que les courses de chevaux étaient un amusement plus dangereux qu'utile et que dans ce pays en particulier, elles étaient antinationales dans tous leurs accessoires et l'occasion d'insultes réitérées pour le peuple. Donc, on comprend que ça se passait au cours des courses de chevaux. Nous venons d'être confirmés dans cette opinion par la conduite d'une soldatesque hostile et brutale durant les 3 jours des courses de la rivière Saint-Pierre. À la vérité, depuis plus d'1 an, les violences nombreuses, quoiqu'isolées, dont les soldats anglais s'étaient rendus coupables envers les citoyens de Montréal pouvaient faire croire qu'ils n'avaient pas oublié leur haut fait de mai 1832. Mais dans les circonstances actuelles, on a vu dans l'ensemble tout ce que pouvait la brutalité organisée dans l'empire des haines, sous l'empire des haines nationales et de la débauche. Il semblerait que ces prétendus conservateurs de l'ordre sont tellement avilis à leurs propres yeux qu'ils ne voient d'autre moyen de justifier leur conduite passée que de se livrer à de nouveaux excès. Donc, on comprend que ça faisait à peu près plus d'1 an que les tensions montaient finalement entre Canadiens français de la région de Montréal et les soldats anglais. Et de ce qu'on comprend, évidemment, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de cette époque-là, mais les soldats étaient un peu
un peu partout, il était présent un peu partout. Donc, on peut comprendre assez facilement que ça irritait les Canadiens français à quelque part aussi. Donc, je vais passer un petit bout. Là, on voit que vers le soir, après que la foule se fut partie, on va essayer d'aller chercher. Parce que j'aime ça. Hein, des fois, je me prépare un peu à l'avance, puis des fois, pas trop. Parce que j'aime ça le découvrir en même temps que vous. Ça paraît peut-être un petit peu plus improvisé. Mais bon, j'aime ça. J'aime cette formule-là de découvrir en même temps que vous. Puis, ça fait plus spontané, je pense. Donc, c'est dans le paragraphe ici que je vous mets en bleu qui semble décrire le début des hostilités. On fait référence à un Bill Collins ici. Étonnamment, c'est un nom anglophone qui, lui, a fait semblant d'accepter le défi de se battre avec des soldats anglais. Donc, l'on ne peut dire s'il était de complicité avec les soldats, s'il était excité par quelques autres personnes à faire venir le trouble, ou s'il voulait prendre le fait et cause des Canadiens insultés contre ses anciens frères d'armes du 21 mai. Quoi qu'il en soit, ce fut l'origine du tumulte. Les soldats qui n'attendaient que l'occasion se précipitèrent aussitôt sur la foule, peu nombreuse à cette heure du jour, chassant tout devant eux en parcourant le vaste champ des courses, la baïonnette à la main avec acharnement qui ne peut se décrire. Là, comme je vous disais, des fois, dans un français différent, c'est pas évident des fois à lire de façon fluide. Des personnes qui ne prenaient aucune part à la rixe et qui se plaçaient sur les clôtures pour être à l'abri des coups et pour mieux observer, furent souvent délogées par les soldats qui venaient sur elles l'arme à la main. L'une d'elles fut assaillie par un musicien du régiment, le seul en apparence des soldats présents qui porta une sorte d'épée. Les soldats frappèrent à droite et à gauche comme la veille. Les évolutions de cette armée de furieux se faisaient au son du corps. Ils se ralliaient souvent et paraissaient commandés par les caporaux et autres sous-officiers. Il y avait parmi eux plusieurs sergents. Un jeune Anglais de Montréal qui tient de près au parti bureaucratique a été vu leur indiquant du doigt des personnes qu'il fallait terrasser. Ah, regardons ça. Il y avait des personnes visées dans ça. Plusieurs orangistes se joignirent à eux et prirent part à leur violence. Donc, c'était un beau bordel, finalement. Quelques-uns de ces soldats, tout à fait ivres en plus, frappèrent de leurs bâtons sur la voiture de personnes. Là, excusez-moi, je vais changer de page, là. Je ne veux pas vous donner mal au cœur, mais ça brasse. Personnes respectables qui passaient dans le chemin. L'un d'eux attaqua un homme à cheval en cherchant à percer l'animal qu'il montait. Donc, c'est pas rien. Un autre frappa de plusieurs coups de bâton un jeune charretier qui se tenait devant le pavillon. Nous ne savons si c'est le même ou un autre qui a reçu un coup de baïonnette au bas du dos, mais nous sommes certains que ceci est arrivé à un nommé Charles Lapointe, charretier du Faubourg Québec, qui se tenait paisiblement dans sa voiture. Donc là, je commence à comprendre que finalement, notre Solomon Barbeau, le jeune Barbeau, donc il n'aurait pas été le seul là, qui aurait été poignardé à la baïonnette. On comprend ici qu'il y aurait Charles Lapointe, mais probablement que lui a survécu à sa blessure. Mais bon, on ne sautera pas aux conclusions trop rapidement. Donc, un jeune homme abattu plusieurs fois et laissé sur le champ s'était réfugié dans un fossé. Il y fut poursuivi de nouveau et n'eut d'autre refuge que de se jeter dans le fleuve. Ceux qui l'observaient le virent assez au large, ayant de l'eau jusque sous les bras. La personne de qui nous tenons ce fait, ayant été dérangée par les soldats, ne le vit plus, mais entendit dire « Il s'est noyé, on ne l'aperçoit plus ». Cet homme devait être fatigué des coups qu'il avait reçus. Il aurait pu, cependant, gagner terre. Nous n'avons rien entendu dire de plus à ce sujet. Bon, voyez-vous, on aurait peut-être même un autre qui, bon, n'a pas été tué directement, mais aurait fini par se noyer sous la pression des soldats anglais. Donc, Barbeau n'aura peut-être pas été la seule victime cette journée-là. Un Canadien se trouvait étendu comme mort à force de coups. Donc, j'imagine qu'on parle d'une autre personne. Des soldats passant auprès demandèrent à quelqu'un
qui lui portait secours si c'était un Canadien. Non, répondit-il, c'est un Allemand. Les soldats dirent qu'il échappait belle, parce que si c'eût été un Canadien, il l'aurait achevé. Donc, oui, la haine des Anglais contre nous, les Québécois, elle est prouvée, elle est ici. Bon, oui, c'est un article de journal, mais bon, je ne veux pas en remettre sur le feu non plus, mais ça va quand même donner, c'est sûr, des munitions aux nationalistes, aux souverainistes de ce monde. Et je poursuis. Lorsque tout ce qui précède eut lieu, la plupart des spectateurs s'étaient retirés et il ne restait que peu de Canadiens. Aucun d'eux ne fit insulte aux soldats d'actes ni de paroles. Ils ne furent provoqués non plus par d'autres, si ce n'est par Collins, ainsi qu'il a été dit plus haut, et par quelques autres bullies qui paraissaient l'appuyer. Peu de Canadiens étaient armés de bâtons. Les témoins que nous avons consultés en font monter le nombre, les uns de 3 à 4, les autres de 5 à 6 et l'un de 8 à 10. Cette précaution pouvait avoir paru nécessaire à ceux-là après les violences des soldats les 2 jours précédents. Mais ce petit nombre des Canadiens armés et de bâtons seulement exclut toute supposition d'attaque préméditée contre les soldats, qui étaient nombreux, agissaient de concert et étaient armés à la fois de baïonnettes et de bâtons. Les événements de la veille auraient néanmoins rendu justifiables des précautions plus efficaces. Cette fureur de la soldatesque a été fatale à un Canadien nommé Barbeau. Donc, on y arrive à notre Solomon Barbeau. D'autres disent qu'un nommé Beaulieu a éprouvé le même sort. Donc, il y a des rumeurs à l'effet qu'il y en aurait peut-être eu un autre du nom de Beaulieu qui a été tué lui aussi. Nous ne pouvons dire avec assurance si les faits qui suivent se rapportent à un seul de ces individus ou à tous les deux, vu qu'ils n'étaient pas connus à ceux qui les ont vus maltraités. Quoi qu'il en soit, nous savons que l'un d'eux, Barbeau, ne guérira pas de ses blessures nombreuses et est mourant malgré les soins qui lui sont portés. Donc, on comprend qu'il a quand même survécu quelques jours au moins. Il a au bas du dos des blessures profondes faites avec un instrument pointu qui lui ont paralysé entièrement les membres inférieurs. Il a aussi la tête très endommagée. Voici au surplus des faits certains qui ont rapport à cet individu ou à tous les deux. Donc ici, on s'apprête à décrire ce qui lui est vraiment arrivé. Un jeune homme était étendu à terre et laissé comme mort. Un des soldats qui l'avait abattu est revenu sur ses pas d'une certaine distance et lui a enfoncé sa baïonnette dans le dos presque jusqu'à la garde. La personne qui nous a rapporté le fait croit même qu'elle a dû attaquer les viscères de l'estomac. D'autres soldats le foulèrent ensuite inhumainement aux pieds. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait été abattu dans un premier temps. Abattu, est-ce que je dois comprendre et confirmer qu'on a d'abord tiré sur lui, parce que dans ma tête à moi, abattu, c'est un coup de feu puis on tombe, sans être mort nécessairement. Puis le coup de baïonnette serait arrivé après. Bref. Ensuite, 2 soldats ont été vus acharnés sur le corps d'un homme abattu, soit que ce fut ce Barbeau, sur lequel nous avons des données certaines, ou cet autre homme du nom de Beaulieu, que nous savons seulement avoir été maltraité de la même manière aux courses, mais dont nous n'avons pas entendu parler depuis. Toujours, on a vu ces soldats le frappant de leur baïonnette d'une main et de leur bâton de l'autre. D'autres soldats sont venus ensuite se joindre à eux. Donc, bref, notre Solomon Barbeau, il n'y a pas eu beaucoup de chance. Hein? Fait qu'on voit là, toute la haine, on comprend un peu mieux le contexte. On va aller voir maintenant un autre journal. Mais bon, bref, là, je pense que ça nous décrit quand même un peu le contexte et puis toute la haine qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Donc ici, avec cet autre journal, là, on se retrouve le 6 décembre 1833, donc 2 mois, 3 mois, c'est-à-dire après la rixe qui a coûté la vie à Barbeau. Donc ici, puis on se retrouve aussi, on change de journal. Ici, c'est le Canadien et non plus la Minerve.
On peut lire samedi après-midi, 5e jour de l'enquête, donc on est en pleine enquête du coroner à ce moment-là. Les jurys ont rapporté que Barbeau était mort des suites d'une blessure que lui avait infligée une personne inconnue avec une baïonnette. On se rappelle que lors des courses, en septembre, les magistrats ne prirent aucune démarche pour arrêter le tumulte dont ils avaient eu connaissance, que le commandant de la garnison permit à ses soldats de retourner armés aux courses, et ils avaient, un jour précédent, enfreint la paix publique et s'étaient trouvés aux prises avec les citoyens qui n'avaient point d'armes. Il a été prouvé que Barbeau, voulant s'éloigner du lieu où il y avait du tumulte, se mit à fuir et tomba, qu'un soldat courut après lui enfonça sa baïonnette dans le dos pendant qu'il était à terre, et qu'elle la retira et la prenant par la pointe, il lui donna un coup sur la tête avec l'autre bout. Comme je vous disais plus tôt, là, ça c'est le coup que je comprends pas vraiment, à moins de se moquer vraiment de sa victime. Le soldat qui commit cet acte est tellement reconnaissable que des témoins qui le virent frapper Barbeau ont déclaré qu'ils pourraient le reconnaître dans 10 ans et plus. C'est pas rien. Quelques personnes semblent triompher de ce que les témoins n'ont pu indiquer le soldat. Qu'est-ce que cela prouve? Que le coupable ne se trouvait point dans les rangs, voilà tout. Il peut avoir déserté, il peut avoir été absent lors de la revue, en trompant peut-être ses supérieurs. Il peut depuis longtemps avoir été envoyé ailleurs. Il peut être mort aussi. Bon, là, on faisait toutes sortes de scénarios, mais bref, le soldat, il n'avait pas été là lors de la séance d'identification. Ce sont là des suppositions sur lesquelles le commandant du régiment pourrait plus facilement que nous donner des renseignements. Évidemment. Donc là, on passe à la partie que je dirais amusement de ma balado. On va s'amuser un peu moins historique. Là, on va lâcher notre sérieux. Donc, on slack notre cravate, on détache nos pantalons, puis hop, let's go! Donc, comme je vous disais au début, le nom de Salomon Barbeau est revenu quelquefois dans l'histoire. Par exemple, ici, en 1973. On va aller voir dans quel contexte. Donc, ici, on dirait que c'est un article dans la collection Les gens du Québec, l'histoire des exploités de la Petite Bourgogne. Bon, c'est ça. Et les Québécois, des fois, on joue aux victimes, hein? C'est ça. Donc, juste, je ne lirai pas tout l'article, évidemment, rassurez-vous, là. Mais ici, d'autres événements. Donc, on doit parler de plusieurs événements dans l'histoire de la Petite Bourgogne. Donc, ici, on voit... Juste pour vous lire ce paragraphe-là, d'autres événements importants se déroulèrent dans la Petite Bourgogne. Louis Cyr accepta de devenir policier de Sainte-Cunégonde pour combattre une vague de crimes. Et aussi, des soldats en garnison à Montréal tuèrent lâchement Salomon Barbeau au cours de rixes qui ont eu lieu entre les troupes et les bourgeois. Donc, c'était l'occasion de revenir, j'imagine, un peu là, sur certaines histoires entre... le peuple québécois et tout ça. Donc, si vous avez envie de le lire, c'est Québec Presse du 6 mai 1973. Ensuite, on en a parlé aussi dans la presse de 1989. On va aller voir ça. À quoi ça ressemble en 1989? Dans quel contexte? Bon, la violence des foules sportives au Québec. Bon, on peut faire un lien avec... les émeutes, oui, effectivement. Bon, OK. Ici, c'est assez évident que celle-là, c'est la coupe. Hein? Vous n'auriez pas juré ça qu'on aurait pu faire un lien avec Salomon Barbeau, les Patriotes et puis la Coupe Stanley. Mais bon, bref, c'est à ça qu'on en vient ici. En 89, je vais juste lire le paragraphe. Mais selon l'historien Donald Gay, il y a eu des victimes au Québec. Au 19e siècle, parmi les foules qui assistaient aux courses de chevaux. En 1833, au pavillon Saint-Pierre, de violentes bagarres ont éclaté entre les Canadiens, entre guillemets, et les soldats britanniques. Les incidents se sont prolongés pendant 3 jours et un homme, Salomon Barbeau, a été tué. Donc ici, on sort un peu du contexte politique, là, puis on associe ça à des événements sportifs. Bon.
J'avais plus tendance à voir la mort de Barbeau avec le côté politique, là, même si j'ai déjà dit dans d'autres balados que je ne fais pas de politique, je suis apolitique. Donc, j'essaie de garder mon objectivité le plus intact possible. Mais, bon, quand un meurtre est politique, hein, c'est 1 plus 1 égale 2 et non pas 3. Alors voilà, donc ici on associe plutôt ça aux foules sportives. Donc les émeutes sportives, là, vous vous souvenez certainement, les plus jeunes peut-être pas, mais bon, il y a eu des émeutes quand on allait en Coupe Stanley, donc c'est ça.